Quand je parle du fait que j'aime lire, j'entends parfois dans mon entourage « oui mais moi, j'ai pas le temps de lire, j'aime pas ça » ou « je sais pas vraiment par où commencer, je sais pas quoi choisir ». Et toutes ces raisons, croyez-moi, je les entends, je les comprends. Et puis il existe aussi plein de distractions, comme par exemple aller sur TikTok pendant 2 heures, je suis la première à le faire. Mais s'il y a quelque chose que je crois très profondément, c'est que personne ne déteste la lecture. Non, juste vous êtes pas encore tombé sur le bon livre. Ce genre de livre qui nous happe, auquel on pense toute la journée et qu'on sort dès qu'on a un petit moment, même en marchant dans la rue. Après bon, parfois ça arrive de se prendre des poteaux, hein, faites attention à vous, je l'ai déjà vécu. Je vous promets, ces livres-là, ils existent. Lire, ça peut sembler être une corvée, je vous l'accorde. Peut-être que vous avez été traumatisé comme beaucoup au lycée lors des commentaires de texte. Peut-être même avant dès le collège. Mais ça peut aussi être un refuge. Moi personnellement, c'est pour ça que j'ai commencé à lire, parce que j'ai un trouble de l'anxiété généralisée et que tout fait trop de bruit tout le temps et que le livre, c'est vraiment ma petite bulle. Alors aujourd'hui, j'ai envie que vous aussi, vous puissiez vivre ça. Je vous ai concocté une liste de 20 livres. Pas les livres qu'il faut avoir lus et ceux dont on va nous parler dans les dîners mondains. Est-ce que ça existe encore les dîners mondains même? Non, juste des livres pour rire, pour s'évader, pour se remettre à lire. J'espère qu'ils vont vous permettre de vous évader et de ressentir beaucoup de choses. Et promis, il y a 0 livre où un mec passe 40 pages à regarder la mer en se questionnant sur son existence. Hemingway, désolé pour la balle perdue. Et je suis certaine qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de vous lancer dans au moins un livre. C'est le pari. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Pour vous encourager à vous lancer dans la voie de la lecture, je vous ai préparé 4 catégories différentes. La première, c'est la basique, c'est le fameux « j'ai pas le temps de lire ». Si vous lisez peu ou pas, en disant que vous n'avez pas le temps de lire, il y a 2 choses à décortiquer. Ne pas avoir le temps, il y a des gens qui ont des boulots compliqués, qui travaillent énormément et qui n'ont pas le temps pour la lecture, ça reste un privilège. Et la deuxième catégorie, c'est que peut-être vous ne prenez pas le temps. Alors ça c'est entre vous et vous-même, hein. Moi je suis pas là pour vous culpabiliser, je vais vous proposer au contraire des livres que vous pouvez lire quand vous avez seulement des petites tranches pour vous consacrer à la lecture. Et que vous pouvez choper le livre comme ça, l'air de rien, et vous relancer facilement dedans quand votre énergie est assez basse et que vous pouvez pas suivre une histoire trop compliquée. Les Orageuses de Marcia Burnier. C'est l'histoire de femmes cabossées, en colère, fatiguées par le comportement des hommes. Les Orageuses, c'est un collectif qui décide de prendre le taureau par les cornes, elles se rencontrent et elles décident de faire collectif. Et elles décident d'aller chercher directement les agresseurs, concrètement, pour leur mettre le nez dans le caca. Elles s'organisent, elles s'entraident et elles transforment leur rage en une force commune. C'est un livre qui va parler du fait de ne plus être seul, de se relever ensemble, même quand on n'a plus l'énergie, parce que justement le groupe nous porte. Ici on nous parle de sororité, le mot il est pas utilisé à la légère. Ça parle du fait de trouver des sœurs là où on pensait qu'on avait que des cicatrices, de faire des choses que personnellement moi je n'oserais pas faire dans la vraie vie et c'est hyper jouissif à lire. Franchement pendant tout le roman j'avais juste envie d'être avec elle. Il se lit vite, il est prenant et il laisse vraiment ce sentiment où on a toujours envie de lire un chapitre de plus. La pâtisserie des souvenirs de Lee Onwa. On suit une pâtisserie un peu spéciale où les clients ne viennent pas juste acheter des gâteaux. Onwa a toujours aimé sa grand-mère et les délicieux petits gâteaux qu'elle faisait dans sa pâtisserie. C'est un endroit familial, traditionnel et lorsque sa grand-mère va décéder, elle va décider de lui léguer la boutique. Au début elle se dit mais en fait moi je sais pas du tout faire des pâtisseries, c'est quoi le projet? Mais en fait c'est pas juste une simple pâtisserie. Onwa va reprendre l'établissement et en fait elle se rend compte que c'est une sorte de lieu de passage entre les vivants et les morts. C'est pas du tout déprimant et à chaque chapitre on va nous raconter l'histoire de quelqu'un qui est dans cet entre-deux. Ce livre je l'ai lu à un moment où mon cerveau il refusait de lire quoi que ce soit, vraiment j'étais au bout du rouleau, j'arrivais pas à lire et j'ai trop aimé puisque j'avais la sensation que je pouvais prendre un petit moment pour lire un chapitre puis peut-être plus tard y revenir et lire même un autre moment du livre et c'est pas grave. Vous êtes pas obligé de le lire de manière linéaire et c'est ça qui est cool. C'est un livre qui m'a fait du bien, qui m'a fait sourire, qui m'a apaisé et justement pour ce côté où il attend rien de nous. On peut vraiment le poser, le reprendre 10 minutes puis peut-être l'oublier pendant quelques mois, le reprendre. Journal d'un vide d'Emi Yagi. Une jeune femme se met à faire croire à son entourage professionnel qu'elle est enceinte. Concrètement c'est juste parce que c'est la seule femme dans l'entreprise qu'on lui demande toujours de faire les cafés et elle en a marre. Et comme par hasard à partir de ça, les gens ils sont gentils, les hommes ils lui disent tu devrais t'asseoir, prends soin de toi. Le roman il prend forme d'une sorte de journal intime où on avance de plus en plus dans le temps et on se questionne, on se dit mais jusqu'où elle va aller dans ce mensonge et ça devient de plus en plus envahissant. C'est drôle, c'est gênant, c'est aussi profondément triste. Vous allez pas pleurer non plus hein, mais c'est juste la situation elle est assez cocasse quand même. Et surtout bah on se demande juste si ça va aller concrètement. J'étais complètement scotchée par ce personnage pendant tout le livre, je me suis dit mais pourquoi elle fait ça? Comment elle va s'en sortir? C'est pas possible. Genre, il y a un moment, le truc, genre, quelqu'un va découvrir l'histoire, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi dans le rapport au corps, comme tout le monde pense qu'elle est enceinte. Juste, elle kiffe, elle mange et ça fait trop du bien à lire. C'est court, ça se lit hyper vite et il y a forcément ce truc où on se dit non mais je veux savoir où ça va aller, donc forcément, on a envie de continuer de lire. Les dragons de Jérôme Collin. Jérôme a 15 ans et une énorme colère en lui, contre ses parents, le monde et contre lui-même. Après une décision de justice, il est emmené dans un centre pour adolescents en difficulté. Là-bas, il y rencontre d'autres jeunes cabossés par la vie qu'on appelle les dragons. Et parmi eux, il y a Colette, elle aussi elle est très en colère et elle n'a plus envie de vivre.
Sauf que quelque chose va naître entre eux. C'est un livre qui vient réparer quelque chose et si vous avez été un ado un peu perdu, un peu écorché par la vie, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Après, attention, les sujets sont pas faciles à lire. Ça parle de jeunes qui ont rien demandé à personne, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a mis entre les mains. C'est hyper touchant, c'est pas méprisant, c'est jamais condescendant. Vraiment, ça serre le cœur, mais il y a aussi des petits moments tout doux. La ferme des animaux de George Orwell. Dans une ferme, les animaux se révoltent contre les humains et prennent le pouvoir. Au début, tout le monde croit à un monde plus juste, plus égalitaire. Sauf que petit à petit, certains animaux deviennent exactement ce qu'ils avaient juré de combattre. C'est une fable politique avec des cochons, des moutons, des slogans absurdes et surtout une très légère ressemblance avec notre monde actuel. C'est un livre qui vieillit bien malheureusement. C'est cruel, c'est malin, c'est drôle parfois, et c'est aussi d'une grande lucidité. C'est un livre qui dit énormément de choses sur la manipulation, le pouvoir, et notre capacité collective à nous faire avoir encore et encore. Il fait à peu près 150 pages, normalement en 2 soirées vous avez le temps de lire un énorme classique. La deuxième catégorie, elle est pour les gens qui disent « moi, lire, j'aime vraiment pas ça ». Ou quand vous essayez de discuter avec eux, c'est pas « j'ai pas trouvé le bon livre », c'est pas « je sais pas vers quoi aller », c'est « non, j'aime pas ». Et si vous faites partie de cette catégorie, probablement que vous assimilez la lecture à l'école. Alors je vais vous proposer des livres qui se lisent pas vraiment comme des livres. Des livres qui sont des expériences, des séries Netflix en papier ou même des objets non identifiés. 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo. Entre Paname et sa banlieue, un quartier, un parking, une friche, des toits, une dalle. C'est un livre qui nous parle de la banlieue, mais pas comme on nous la montre d'habitude. Ici, on va suivre un groupe de potes. Astor, Shérif, Issa, Demba et Neil. Ils se connaissent depuis toujours et ils partagent tout. Ils vont ensemble en soirée, ils se font recal, ils font des petits barbecues en famille, toutes ces aventures, mais ils traversent aussi des choses bien moins fun, comme des contrôles de police. Et un soir d'été, en marge d'une énième interpellation, l'un d'entre eux va se faire abattre. Et là, le quartier s'embrase. C'est un livre, quand je l'ai lu, genre ça m'a pété le crâne, je me suis dit « Ah ouais, genre on a le droit d'écrire comme ça ». Puisqu'il utilise un langage, je déteste ce terme, mais urbain, et en fait c'est une manière de parler que moi j'utilise avec mes potes, et de retrouver ça dans un livre, ça fait du bien. Je pensais pas que c'était possible d'écrire avec ce phrasé, avec autant de liberté, avec un rythme pareil. Et surtout, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça montre la banlieue autrement. Dans toutes ses formes, sa joie, sa puissance, ses rires, sa musique. Vraiment, je trouve ça se lit pas comme un roman, on est vraiment en train de vivre le texte. Alors par le sujet qui personnellement me touche, mais aussi parce que dans la forme, vous le verrez si vous décidez de le lire, c'est pas du tout un roman classique. Les apparences de Gillian Flynn. Une femme disparaît et très vite, tous les soupçons se portent sur son mari. L'enquête avance, les indices s'accumulent et on est un petit peu loin de l'image du couple parfait qu'on avait au tout départ. On se demande si c'est pas le mari qui l'a tué et là le roman il part complètement dans autre chose. C'est pas le thriller classique du tout auquel on peut s'attendre. On enchaîne les révélations, les retournements de situation, je m'y attendais pas et à chaque fois j'étais en mode ah d'accord, je pensais pas qu'on allait par là, mais je vous suis madame, votre livre est très bien écrit. Il y a quelque chose de très fort de toute manière dans un bon thriller qui a du rythme, qui nous accompagne pendant un petit moment. Et c'est le premier que j'ai lu qui m'a fait adorer ce sentiment, vous savez, de retournement de situation, où on pensait qu'on allait à un endroit et en fait pas du tout, et on est en mode devant le livre genre oh mais non, c'est pas vrai. Une fois que je l'ai terminé, j'ai enchaîné tous les livres de Gillian Flynn. Je voulais lire tout ce qu'elle avait écrit, cette dame. Comme une série Netflix, je suis allée tout droit, j'avais plus de vie sociale. Et je pense que c'est un livre qui peut réconcilier n'importe qui avec l'idée qu'un livre peut être aussi addictif qu'une série. Martin Eden de Jack London. Martin est un jeune homme issu d'un milieu très modeste qui tombe amoureux d'une femme bourgeoise et décide de devenir écrivain pour s'élever socialement. Il lit, il travaille, il s'acharne, il apprend, il veut réussir. Bref, il est prêt à tout. C'est un petit pain un peu rassis au départ, mais il veut parler à cette magnifique brioche. Là, il se dit, il y a un coup à jouer. C'est très Jack dans Titanic, genre deux mondes qui ne vont pas ensemble, mais il y a beaucoup d'histoires de désir, d'envie de s'élever socialement, de se dire, je vais m'en sortir par ma propre force, méritocratie, tout ça, alors que l'ascenseur social, il est complètement défoncé. Et ce livre, il vient vraiment remettre en cause ce que c'est que la réussite et ce que ça représente. Et c'est bien plus ambigu que ce que peut penser Martin Eden au début du livre et bien plus cruel. Alors ce livre, si je vous le mets dans cette liste, c'est surtout pour vous encourager à le découvrir en livre audio. J'ai écouté la version lue par l'acteur Denis Podalides et c'est incroyable. Justement, si vous n'aimez pas lire, peut-être essayez d'écouter. C'est très intime, c'est difficile de trouver une bonne voix, quelqu'un qu'on aime bien, et c'est pour ça que je vous parle de celui-ci en particulier, parce que justement, Denis Podalides, sa voix, sa manière de raconter, c'est incroyable. Voyez ça un peu comme un podcast finalement. Et aussi puisque j'espère réconcilier certains d'entre vous avec les classiques et vous montrer que ça peut être des histoires hyper vivantes. La disparition de Georges Perec. C'est un roman policier, mais bizarre. Très très bizarre. Des personnages disparaissent, une enquête se met en place et tout semble tourner autour d'un manque. Et il y a une raison bien précise à ça, c'est parce que c'est un livre qui est écrit en lipogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien l'auteur, Georges Perec, a fait le pari d'écrire un livre sans la lettre E. À aucun moment dans le livre, il y a la lettre E. Et là, dans le fond comme dans la forme, ça devient hyper intéressant. C'est un livre-jeu, un livre expérience, un livre un peu ovni. Et du coup, je trouve que dans ce livre-là, il y a beaucoup moins la pression de bien comprendre, de bien lire. On est juste en train de participer à un truc un peu
zinzin que l'auteur a imaginé. Donc si vous n'aimez pas lire mais que vous aimez tout ce qui est enquête, escape game, etc., franchement faut y aller. Chanson douce de Leila Slimani. Une nounou est retrouvée avec 2 enfants morts. Le roman commence par là. Ensuite, on remonte le fil. On découvre la famille, la nounou, le quotidien, les petites tensions et les choses qui clochent. Et on avance petit à petit vers un dénouement qu'on connaît et pour autant, on peut pas s'empêcher de se demander si ça va pas se passer autrement. C'est tellement étrange, on a envie de comprendre et en plus je trouve que c'est un rare prix concours qui est hyper accessible, il est très bien écrit et c'est un peu comme L'étranger de Camus que vous avez peut-être lu en cours où dès la première phrase là, on vient t'attraper par le col, alors pas pour te hagar mais juste pour te tenir en haleine parce que la première phrase c'est le bébé est mort. Le personnage de la nounou, il est trop bizarre, il est étrange, malaisant, on passe tout le livre à se dire mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête madame? C'est un livre qui est un peu dans la même trame qu'un film d'horreur, je trouve, qui vient jouer sur notre malaise, qui est pourtant hyper hypnotisant, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et on sait ce qui va se passer, mais on a envie de comprendre. Il y a un truc bizarre, on y va, on continue de lire. Troisième catégorie, si vous vous dites j'ai besoin de m'évader. Autrement dit, Noël vous a dépouillé, comme moi, vous auriez bien pris un petit billet de train pour aller quelque part, mais un livre ça coûte moins cher. Et encore. Cette catégorie, c'est pour les moments où on est bien de notre vie, hein, c'est pas la question, mais on a envie pendant un petit moment, voilà, pendant quelques pages, de s'évader. Alors là, il y a de tout, il y a des livres pour voyager, pour changer d'époque, changer de famille, changer de monde, et puis revenir un peu différemment, on va pas se le cacher, ou revenir un peu reposé. Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Malibu, 27 août 1983. La fête annuelle de Nina Riva est l'événement le plus attendu de l'année. Stars, politiques ou habitués du drugstore du coin, tout le monde rêve d'être invité. C'est un peu une ambiance à Gatsby le Magnifique. C'est la soirée la plus décadente sur la côte ouest aux États-Unis. Et c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay, Kit, ils sont les enfants d'un chanteur mythique, eux aussi promis à un brillant avenir. Concrètement, ils semblent avoir le monde sous leurs pieds. Mais le vernis se met à craqueler, puisque si à minuit, la fête bat son plein, tout le monde s'éclate, au matin, le passé viendra faire toc 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 à la porte, et le manoir au sommet de la falaise sera en feu. Et ça, on le sait dès le début, et on va remonter un petit peu l'histoire. Le roman va suivre cette famille mythique, fictive, et sur plusieurs décennies, on va naviguer entre le présent et le passé, jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse soirée. Petit à petit, on va comprendre comment chaque membre de cette adelphité, oui, parce que j'aime pas dire fraternité, Berk, s'est construit, et comment les frères et sœurs sont hyper soudés. C'est un roman émouvant, fluide, hyper immersif. C'est mon livre préféré de cette autrice, mais ses autres livres sont aussi addictifs, je vous les conseille, et vraiment je l'ai lu dans le métro, j'arrivais pas à le lâcher, c'était trop bien. La saison des feux de Celeste Ng. À Shaker High, banlieue riche et parfaitement ordonnée de Cleveland, tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l'image de la vie impeccablement réglée d'Elena Richardson. Non, c'est pas ça. Richardson, bon, femme au foyer exemplaire. C'est un pilier dans sa communauté, cette dame. C'est une banlieue très blanche et l'arrivée de Mia Warren va être absolument fracassante. C'est une femme de couleur, artiste, un peu bohème. Elle est mère célibataire et avec sa fille Pearl, elles viennent casser un petit peu l'image parfaite du quartier. Alors au début, les relations sont assez cordiales. Elena, elle est en mode oui, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Moi, je m'occupe du quartier, machin. Sauf que derrière sa manière de faire crâner, elle est polie et tout, il y a plein de sous-entendus hyper bizarres. Ça va être une suite de tensions, d'incompréhension, et le moment culminant, ça va être quand il va y avoir un incident dans cette banlieue. Et ce que ça vient dire de cette ville américaine en apparence complètement tranquille, où tout est bien rangé et finalement ça finit par prendre le feu, littéralement. Les personnages sont hyper forts, incroyablement incarnés, et l'immersion est vraiment immédiate, c'est le genre de livre qui nous fait oublier qu'il y a un monde extérieur. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Dans les années 1950, une jeune femme se rend dans un manoir isolé au Mexique pour rendre visite à sa cousine. Elle semble aller très mal. La maison est étrange, mais la famille, c'est encore pire. Très vite, l'atmosphère devient hyper chelou, hyper oppressante, il y a un truc assez irréel. Et là, j'adore, on est dans un vrai huis clos gothique. C'est une évasion totale, autre époque, autre ambiance, autre monde, clairement. Et en même temps, c'est un huis clos comme je vous l'ai dit, donc on se retrouve presque enfermé dans cette maison avec ces gens trop bizarres et on peut pas en sortir. En tout cas, tant qu'on n'a pas terminé le livre. C'est prenant, c'est visuel, c'est atmosphérique, c'est dégueu à certains moments, c'est horrifique. Donc voilà, si vous regardez les traits d'horreur de Squeezie avec la lumière, je pense là vous pouvez faire pareil. En tout cas, ce livre, il m'a complètement captivée et j'y pense encore souvent. Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Clara est une amie artificielle, une sorte de robot conçu pour tenir compagnie aux enfants. Elle observe le monde, les humains, leurs émotions et leurs incohérences. Et elle va être achetée par une petite fille malade et sa famille. Et à travers son regard, on découvre un monde plutôt proche, et pas toujours très jojo. Ça pose beaucoup de questions sur l'amour, les relations, la technologie et qu'est-ce que ça veut dire véritablement d'être humain. Alors oui, ça nous fait penser à notre propre monde, mais c'est suffisamment en décalage pour que ça puisse quand même nous dépayser. Le regard de Clara, il est hyper touchant. Comme c'est un robot, il y a plein de choses qu'elle comprend pas. Vous savez, ça fait un peu comme le regard d'un enfant. Il y a une forme de douceur, de naïveté et en même temps de lucidité qui fait très mal. Un peu comme on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Là c'est pareil, il y a des choses qu'elle va nous dire.
Ça fait un peu de la peine, Bichette. Et c'est trop cool parce que ça pose toutes ces questions et pourtant on n'est pas sur un énorme roman de science-fiction hyper compliqué. Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ici on revisite la mythologie grecque et la guerre de Troie à travers le regard de Patrocle. On suit son amitié puis son amour pour Achille. On les voit grandir, s'entraider et petit à petit se diriger vers un destin que vous connaissez peut-être déjà. Puisque c'est une histoire d'amour, de gloire et de tragédie, mais si comme moi vos souvenirs de cours de latin et d'histoire étaient assez lointains, vous serez surpris à la fin. C'est de la mythologie mais c'est pas celle qui nous a traumatisés au collège, avec des arbres généalogiques à n'en plus finir. On n'est pas non plus, si je puis dire, entre guillemets, sur une simple réécriture mythologique, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, ces histoires, elles ont été écrites après le succès des romans de Madeline Miller, puisque elle, c'est vraiment une chercheuse. Elle fait beaucoup de recherches pour ses livres, donc historiquement, on est sur quelque chose de très vrai, mais en même temps, ça se lit comme un roman. C'est un roman, et donc on suit des personnages, et ça, c'est trop agréable. Ça redonne chair et émotion au siège de Troie, et surtout, ça bousille. Voilà, si vous êtes du genre à pleurnicher un peu quand vous lisez ou que vous êtes un peu sensible, comme moi, sortez les mouchoirs. Là, on peut pas mieux faire, c'est une évasion totale. La dernière catégorie, c'est ma préférée, c'est les livres pour prendre une claque. Alors pas littéralement, on n'est pas là pour se faire violenter, non, c'est des livres qui viennent vraiment déplacer quelque chose en nous. Alors ils bousculent, ils énervent, ils brisent un peu le cœur aussi, certains, et parfois ils donnent envie de s'insurger contre le monde entier, une activité, ma foi, plutôt sympathique. Hamlet le long du mur d'Isabella Ahmad. Lorsqu'elle prend un billet simple pour Haïfa, Sonia n'a qu'une idée en tête, se ressourcer auprès de sa sœur aînée, essayer de mettre de côté sa carrière théâtrale qui bat un peu de l'aile à Londres et puis oublier sa dernière rupture de cœur. Et ce retour vers la terre de son enfance, ça va être une manière de renouer avec ses racines. Là-bas, elle retrouve aussi un jeune homme revenu en Palestine après des années d'absence. Et il est engagé dans la mise en scène d'une pièce de théâtre, Hamlet de Shakespeare. Vous pouvez l'imaginer, le quotidien autour d'eux, il est rempli de tensions politiques. Il y a des restrictions, une énorme violence, et le roman navigue sans cesse entre l'intime et le collectif, l'art et la réalité, et il raconte aussi ce que ça fait de rentrer chez soi quand on sait plus vraiment ce que ça veut dire. Concrètement, il y a des choses qui n'ont pas de sens, et le roman il donne envie de se révolter contre ça. C'est subtil, c'est puissant, le personnage principal il est hyper touchant, et c'est un livre qui bouscule autant émotionnellement qu'intellectuellement, et personnellement c'est un livre auquel je pense encore très régulièrement. If We Were Villains de M.L. Rio. Dans une école de théâtre élitiste, un groupe d'étudiants passionnés par Shakespeare vit dans une sorte de huis clos artistique. Oui, j'ai une petite passion pour Shakespeare. Un drame survient et l'un d'entre eux, des années plus tard, sort de prison et va raconter ce qui s'est véritablement passé. Et là, le roman va naviguer entre le passé et le présent. C'est un petit groupe hyper chelou, ils sont à fond dans Shakespeare, donc le roman, il est assez particulier. On est entre fiction et réalité, il y a constamment des petits jeux entre eux, et on comprend surtout que tout le monde n'est pas vraiment qui il prétend être. C'est un livre que personnellement j'avais peur de lire parce qu'il était grave hypé partout sur les réseaux sociaux, mais il en vaut la peine. On pense qu'on part dans une histoire et en fait il y a un retournement de situation, c'est un délire. Et ça m'était pas arrivé depuis quand même assez longtemps. On peut faire confiance à personne, on sait pas qui ment, qui nous dit la vérité, qui est en train de jouer. C'est vraiment une claque narrative et ça m'a ému aux larmes. Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Après la mort de leur mère, un frère et sa sœur se retrouvent autour d'un secret de famille. Leur maman leur a écrit une lettre. Il y a un petit gâteau noir dans le congélateur pour vous, ne le jetez pas. Je veux que vous vous asseyez ensemble et que vous partagez ce gâteau. Vous saurez quand sera le moment venu. Je vous aime, Ma. Et à côté de ce gâteau, ils vont avoir accès à des enregistrements sonores de leur maman qui va raconter sa vie. Et là, ils vont se rendre compte que leur mère, c'était pas vraiment la personne qu'ils pensaient. Le roman va être entre le présent et le passé, on est sur plusieurs générations, et on va surtout nous raconter l'histoire de ce frère et de cette sœur qui ne se parlent plus depuis un petit moment. Et en fait, c'est pour des vieilles embrouilles de famille. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça nous parle de secrets de famille, de parfois comment est-ce qu'on se construit des idées selon ce qu'on croit être la vérité dans une famille, et c'est hyper touchant. Ça parle aussi de secrets très lourds et du fait qu'au bout d'un moment, on peut plus garder tout ça pour soi. Personnellement, c'est un livre qui m'a mis une claque, que j'ai pas pu lâcher. J'aime beaucoup les livres qui parlent de relations entre frères et sœurs et de famille de manière générale, des non-dits, et je trouve que c'est un livre qui, personnellement, moi, me fait espérer que peut-être un jour je pourrais avoir des conversations profondes, réelles, avec certaines personnes avec qui je ne peux pas encore le faire. C'est doux et c'est douloureux à la fois, et ça touche vraiment à quelque chose de très universel. La famille. La route de Cormac McCarthy. Dans un monde post-apocalyptique ravagé, un père et son fils avancent sur une route, essayant de survivre. On sait presque rien de ce qui s'est passé, juste que le monde est devenu extrêmement violent. Le livre raconte leur voyage, leur peur, leur fatigue, ils savent pas trop où ils vont, ils ont pas de perspective d'avenir. Mais ce livre, s'il va bien raconter une chose, c'est leur lien. C'est un des rares livres que j'ai réussi à lire au lycée, alors que le livre à cette époque, j'en avais marre, je pouvais plus, et je l'ai lu en cachette pendant un cours de maths.
Vraiment, j'arrivais pas à le lâcher, je voulais savoir ce qui allait se passer. C'est vraiment un livre qui m'a rappelé que lire ça pouvait être cool et qu'on n'était pas obligé de lire juste pour être bien vu ou juste parce qu'il fallait lire pour les cours. Et c'est un livre qui est hyper touchant, hyper prenant, il se passe énormément de choses. C'est une course contre la montre. La relation entre le papa et le fils, elle est incroyable. Et le fait qu'on sait jamais trop où on va, bah forcément on a envie de continuer dans la lecture parce qu'on veut savoir où ça va aller. Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Deux garçons grandissent à Kaboul, dans un Afghanistan encore paisible, avant que le pays ne bascule peu à peu dans la violence et les bouleversements politiques. Ils partagent leur enfance, mais ils sont tous les deux de familles très différentes. Il y a une famille qui est plutôt riche et l'autre famille qui concrètement travaille pour cette famille. Et les deux petits, eux, ça ils s'en foutent. Eux ils sont potes, ils partagent des rires, ils partagent leur enfance, les cerfs-volants, voilà, ils kiffent. Mais cette amitié, elle est très inégale et il y a un moment qui va venir complètement la bouleverser. Ça va les marquer à vie comme une cicatrice qui se refermera jamais. Je ne peux pas vous dire ce que c'est bien évidemment parce que voilà, les rebondissements, etc. Mais ça vaut le détour. Des années plus tard, l'un d'entre eux va être rongé par la culpabilité et il va essayer de réparer les choses. Sauf que il va pas pouvoir le faire de la manière dont il pensait. Le livre il parle d'amitié, de honte, de trahison, de culpabilité. C'est pas des sujets très simples, mais je peux vous le dire, il va vous mettre une claque. Et il parle surtout de ce besoin désespéré de rédemption. Rien que de vous en parler, j'en ai encore une boule dans la gorge alors je l'ai lu il y a des années. C'est probablement l'un des livres les plus durs que j'ai lu de ma vie sur les erreurs qu'on fait, celles qu'on peut pas effacer et qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour essayer de sauver le présent. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné envie de lire et n'hésitez pas dans les commentaires à partager s'il y en a un qui vous tente ou au contraire vous s'il y a un livre qui vous a réconcilié avec la lecture. J'ai trop envie de savoir. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!